Bonsoir. Vous n'avez pas peur que... Trois petits points, point d'interrogation. Cette question, je l'ai eue souvent en présentant des objets connectés à la fin d'une conférence. Et ce qui était curieux, c'est qu'en France, c'était toujours la première question qui revenait. Vous n'avez pas peur que les gens n'aient pas envie de partager leurs données de santé ? Mesdames, vous n'avez pas peur de, en sortant, laisser votre poids sur une feuille du comptoir ? Messieurs, vous n'avez pas peur d'indiquer le nombre de fois où vous êtes levés cette nuit pour aller aux toilettes ? Pourquoi cette peur ? L'entreprise que nous avions créée a fait des objets connectés. C'était notre idée au départ. On n'avait pas vraiment imaginé la faire dans le domaine de la santé. Il se trouve qu'on a commencé un peu par hasard par un pèse-personne. Un pèse-personne connecté qui permet de stocker toutes les mesures que l'on envoie sur le nuage et de les avoir dans notre poche, avoir cette tendance dans notre poche. Et pour la première fois de ma vie d'entrepreneur, le retour, ça a été « tu m'as changé la vie ». On a reçu des mails d'utilisateurs qui nous ont dit « tu m'as changé la vie ». Hier, j'ai essayé tous les régimes de la Terre, j'arrivais à perdre du poids, j'en reprenais. Avec cette tendance qui me tient à côté de moi, qui m'accompagne, j'arrive à garder un poids. Et pourtant, en France, cette question, vous n'avez pas peur que... Et puis, comme on était un peu fou, on a décidé que nos balances non seulement allaient stocker le poids, mais qu'elles allaient pouvoir le tweeter. Alors là, mes enfants m'ont dit « Papa, jusqu'ici, tu fais des trucs un peu sérieux, mais là, ça commence à un peu dériver. » Et on a eu une émission sur une émission américaine, des jeunes filles qui sont venues témoigner en disant « Moi, je tweete mon poids à un nombre d'amis fermé, et le fait de ne plus être seul, de partager ces données, ça me permet de m'accompagner, et ça me donne cette capacité de ne pas manger de hamburger et de faire un peu de sport avant de monter sur la balance. » Et ça, c'est important. Et puis, voilà, petit à petit, en marchant, on a découvert qu'il y avait un vrai intérêt à ce partage des données santé. Et donc, on a accumulé énormément de données santé sur nos serveurs. On a aujourd'hui la plus grosse base de données de poids au monde. Enfin, je ne devrais plus dire nous, puisque cette entreprise a été vendue, mais voilà, cette équipe qui l'a conçue tient ces données. Et on a continué à réfléchir et on s'est aperçu, en analysant ces données, qu'on pouvait voir plus que le poids. Et en travaillant, en faisant de l'apprentissage profond, ce qu'on appelle du deep learning en anglais, on a réussi à faire une mesure absolument incroyable que même 5% des cardiologues arrivent à faire avec des machines qui sont excessivement coûteuses. Nous, on a réussi à faire cette mesure de la vitesse d'onde de pouls simplement en montant sur un pèse-personne. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette mesure de la vitesse d'onde de pouls ? Elle nous donne quelque chose de la rigidité artérielle, qui est considéré par les cardiologues comme étant le meilleur indicateur de nos risques cardiovasculaires à 4 ans. Et aujourd'hui, le travail de l'équipe continue, et il continue en travaillant avec des cardiologues, notamment du centre Georges Pompidou, où nous faisons de la recherche. Alors que nous étions partis pour faire des objets connectés, aujourd'hui, nous participons à de la recherche fondamentale. Et toujours cette question en France, vous n'avez pas peur que... Alors les données, c'est quoi ? Les données, on en a plein dans nos smartphones. Dans chacun de nos smartphones, aujourd'hui, on peut stocker à peu près 2000 gros bouquins, l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais probablement qu'on n'a pas la bibliothèque d'Alexandrie dans nos smartphones. On a probablement des photos. On a les points géographiques où nous sommes passés, même si nous ne le savons pas. On a le nombre de pas que nous avons fait. Les données, c'est aussi des choses très anciennes. Quand on retrouve un fossile, eh bien, même si cet animal ou ce coquillage ou ce brin d'herbe n'était pas au courant qu'il laissait une information, il nous a laissé une information que nous pouvons utiliser des millions d'années après. Donc, de toute façon, nous créons de l'information, nous créons des données, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Et puis, depuis des siècles, nous faisons de la comptabilité, nous avons des livres de comptabilité, nous écrivons des livres, et donc il y a des données qui sont stockées un petit peu partout. Qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de différent qui crée cette peur ? Eh bien, simplement, nos données, on en fabrique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Non seulement on en fabrique beaucoup, beaucoup plus, mais elles circulent beaucoup, beaucoup plus rapidement, et elles sont concentrées chez quelques entreprises, de l'autre côté de l'Atlantique,
dans ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, parce que eux, ils y croient, ces données, et ça fait longtemps qu'ils se disent qu'ils peuvent en faire quelque chose d'intéressant, pas pour uniquement tirer de l'argent de ces données, mais pour le bien collectif. Ils ont cette conviction profonde qu'avec les données, on peut participer au bien collectif. Alors, les données, quand on les utilise comme ça de façon collective, elles sont anonymisées. Ça veut dire quoi, anonymiser? Ça veut dire qu'elles sont dans un contexte. Par exemple, les données de poids, elles sont associées à l'âge du capitaine, à sa taille, peut-être à son sexe, à un certain nombre de lieux géographiques dans lesquels il habite, mais il n'y a pas le nom de la personne, il n'y a pas l'email de la personne, et on ne peut pas retrouver la personne. Donc on ne devrait pas avoir trop peur. Pourquoi avons-nous peur? Apple a lancé, il n'y a pas très longtemps, un programme de recherche avec des universités médicales américaines sur la maladie de Parkinson. Ils ont développé une petite application que beaucoup de personnes pouvaient utiliser, et le but de cette application, c'était de voir comment le malade qui était atteint de Parkinson avait ces symptômes qui étaient modifiés avant certaines activités, après, avant de prendre un médicament et après. Et en quelques mois, voire en quelques semaines, cette étude, qui a été conduite sur plus de 10 000 personnes, a permis de faire évoluer de façon incroyable la compréhension que nous avons de la maladie de Parkinson. Ils ont fait la même chose avec le diabète, et on a découvert, on avait déjà quelques indices, mais on a confirmé que, par exemple, il y a plusieurs types de diabète de type B. Larry Page disait, il n'y a pas très longtemps, il y a environ un an, si les dossiers médicaux de tout le monde étaient disponibles de façon anonyme aux chercheurs en santé, je pense que nous sauverions 100 000 vies cette année. Alors pourquoi cette peur? Probablement cette peur, elle vient du fait que le monde change très vite, presque plus vite que nous ne pouvons le comprendre, et donc il y a une crise. Vous savez, crise en mandarin, ça s'écrit avec deux symboles, risque et opportunité associées. C'est intéressant. Le monde se transforme, heureusement qu'il se transforme, puisque nous aspirons tous à ce qu'il soit meilleur. Il y a des crises, il y a des risques, et il y a des opportunités. Et dans ces risques et ces opportunités, de quel côté nous plaçons-nous? Souvenez-vous, il y a 15 ans, on a commencé à faire des achats sur Internet en mettant nos codes de carte bleue. Essayons de nous rappeler, que disions-nous il y a 15 ans des gens qui tentaient de payer sur Internet quelque chose avec leur carte bleue? Je crois que nous disions majoritairement « Non, non, ça c'est complètement fou, il ne faut pas le faire ». Que s'est-il passé? Il y a une entreprise qui s'appelle PayPal qui a considéré qu'il y avait une opportunité extraordinaire. Elle n'a pas fait abstraction des risques. Elle s'est dit, il y a une opportunité extraordinaire parce que c'est trop bien de pouvoir payer ses achats sur Internet. Et je pense que dans cette salle, nous avons probablement presque tous au moins payé un achat sur Internet depuis le début de l'année. C'est trop bien, mais il faut apprendre à gérer ses risques. Et ils ont créé une entreprise qui aide les entreprises qui vendent sur Internet à gérer ces risques de cartes bleues frauduleuses, etc. et qui aussi protège les acheteurs. Les banques françaises, à l'époque, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit à leurs utilisateurs « Non, non, ne faites pas ça, moi je ne vous garantis pas ». 15 ans après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des entreprises américaines qui sont leaders sur ce domaine de la gestion des risques des achats sur Internet, et nos banques françaises qui ont perdu énormément d'influence. Parce que nous avions peur d'essayer. Alors, peut-être il faut aller voir un petit peu plus profond. Ce côté bien-pensant que nous avons en imaginant gérer le risque, peut-être que c'est un mal-pensant. Et puis peut-être que nous devons penser que nos données ne sont pas qu'à nous. Souvenez-vous, nos ordures, il y a 10 ou 20 ans, on considérait que c'était rien nos ordures, on en faisait ce qu'on voulait, on n'y prenait pas attention. Aujourd'hui, nous avons acquis communautairement un certain sens écologique, on trie nos ordures, on fait attention, on met les piles dans un certain nombre d'endroits, on renvoie nos produits électroniques aux constructeurs, etc., etc.
Nos ordures, qui étaient quelque chose de personnel, d'indifférent, sont devenues un bien commun, une ressource naturelle. Eh bien, les données, c'est pareil. C'est une ressource qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle, mais qui ne nous appartient pas uniquement à nous qui créons cette donnée, probablement qu'elle peut nous aider collectivement à avancer. Nos données, on peut aussi peut-être les comparer à l'argent. L'argent, si on le garde et on n'en fait rien, il ne donne pas l'opportunité aux autres de nous aider. Si on le distribue, si on le dépense, eh bien, il va peut-être porter un peu de fruit. Eh bien, les données, c'est pareil. Alors oui, il y a des risques avec les données. Il y a des risques de toute puissance, il y a des risques de manipulation. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il est en train de s'inventer de nouveaux outils. Certains s'appellent par exemple les blockchains, vous avez peut-être entendu ce nom. Blockchain, c'est quelque chose qui va complètement transformer les banques, qui va complètement transformer les gens qui sont notaires, qui va transformer toutes les relations que nous avons entre nous, parce que nous pourrons écrire de façon certaine, sans que ça soit modifiable, des choses sur l'équivalent de cahiers, et quelque part garantir une transaction. Il y aura des espèces de certificats de confiance qui pourront être établis systématiquement entre deux personnes sans qu'il y ait de doute. Et ça va permettre un petit peu de modifier les règles. De même, le numérique aujourd'hui devient accessible à tous. Aujourd'hui, nous avons vu tout à l'heure qu'une personne ici peut travailler avec la Chine. Aujourd'hui, une personne ici, à Meudon, peut utiliser un tas d'outils extrêmement puissants et construire un concurrent d'Uber demain. Donc voilà, les choses bougent, mais les choses bougent à une condition, c'est que nous nous mettions dans le train. Si nous restons à les regarder, eh bien le train passe, et à chaque fois, nous nous disons « c'est dommage, il ne se passe rien ici ». Alors pour terminer, je voudrais nous ramener 25 siècles en arrière. Il y a un texte qui est partagé par toutes les religions monothéistes et qui est aussi un beau texte dans l'anthropologie, qui est le texte de la Genèse. Vous vous souvenez cette histoire de pomme là, que Adam et Ève mangent? En fait, ce n'est pas une pomme, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Leurs yeux s'ouvrent, ils se voient nus et se font des pagnes. Dès qu'on se rend compte qu'on peut faire le bien et le mal, et pas uniquement le bien, eh bien, il y a cette crainte qui monte, et quelque part, on est amené à se protéger. Mais la suite est plus intéressante. Ils entendirent Dieu qui se promenait, ils se cachèrent devant Dieu parmi les arbres du jardin. Dieu appela l'homme, « Où es-tu » ? « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme, « j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Cette peur, elle conduit à quoi? Elle conduit l'homme à aller se mettre au milieu des arbres comme les animaux. Nous perdons notre statut d'homme, nous perdons notre lien avec la transcendance si nous sommes manipulés par la peur. Et à ce moment-là, nous perdons notre capacité de créer demain. Ne coupons pas cette relation, n'ayons pas peur, osons participer à ce qui s'essaye ici et maintenant, et nous grandirons ensemble. Merci.